Bonsoir. Je vous remercie d'être venu ce soir pour la dernière séance de l'état de l'art. Ce rendez-vous qui a été créé l'année dernière dans le but de faire rayonner l'activité scientifique en histoire de l'art. Une rencontre qui a eu lieu tous les jeudis, à l'exception du dernier jeudi du mois, où ce dialogue cédait sa place à un débat, les débats de l'INHA sur des enjeux de société. Donc, ce cycle a convié des chercheurs, des chercheuses de l'INHA, des personnalités qui sont accueillies dans le cadre de leurs recherches, mais aussi et plus largement des historiennes et historiens de l'art, conservateurs, conservatrices, à venir dialoguer autour de leurs projets, expositions, ouvrages, acquisitions, projets de recherche. Donc, ce soir, on consacre cette dernière séance à l'ouvrage Mobile Color, essai d'écranologie, paru cette année aux éditions Mimesis. Un ouvrage à la croisée de l'histoire de l'art et des études des médias qui retrace une archéologie des écrans interactifs à travers une étude de la tradition nord-américaine dite de la mobile color, qui entre les années 1910 et le début des années 70 a décrit de nombreux appareils chronolumineux inventés par leurs créateurs comme support technique inédit de création. On est ravis d'accueillir ce soir donc l'auteur de cet ouvrage, Pierre-Jacques Pernuis. Vous êtes maître de conférences en histoire de l'art contemporain à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vos recherches sont à la croisée de l'art, de la technologie et des études médiatiques et portent sur les différents régimes des images fixes et animées au XXe siècle. Vos travaux actuels explorent l'émergence de la technologie informatique et le tournant numérique dans l'art visuel d'après-guerre. Vous avez été chercheur invité à l'Université de Columbia et obtenu des bourses au Met, au Smithsonian, mais aussi ici, à l'INHA et à l'Université Ca' Foscari de Venise. Pour échanger avec vous sur ce médium de création, la mobile color, on est très heureux de recevoir également Charlie Ewison. Vous êtes docteur en études cinématographiques, membre associé du laboratoire du CERILAC, et vos recherches portent sur les approches néo-matérialiste et éco-critique du cinéma, notamment dans les pratiques photochimiques expérimentales. Vous avez dernièrement co-dirigé les ouvrages Éco-critique, cinéma, audiovisuel, art, paru en 2023 aux éditions Hermann, et Cinématérialisme, nouvelle approche matérialiste de l'audiovisuel, paru l'année dernière aux éditions Mimesis. Vous êtes membre et cofondateur du groupe de recherche en études audiovisuelles Germaine et également directeur artistique du Festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris. Je vous laisse tout de suite la parole et je vous précise juste qu'un temps d'échange avec la salle est prévu à l'issue de la conversation. Je vous souhaite une très bonne séance. Merci beaucoup Anne-Gaëlle, merci à l'INHA, merci à Lucie Grandjean aussi qui avait programmé cette séance il y a quelques mois. Merci beaucoup à Charlie Ewison d'avoir pris sur son temps de recherche pour lire ce livre et puis pour venir en parler avec moi. Donc ça fait très longtemps qu'on se connaît avec Charlie et c'est une très bonne excuse que la sortie de ce livre. Alors ce que je vous propose là, dans la petite heure qu'on va passer ensemble, c'est que je vais faire une introduction aux grands enjeux de ce livre et après voilà, Charlie a quelques questions et puis après enfin, effectivement on ouvrira à la salle. Donc cette petite introduction, il me semble qu'elle est nécessaire puisque le titre du livre, comme son objet, est loin d'être transparent. Le terme de mobile color, hein, c'est un peu inconnu au bataillon dans l'histoire de l'art contemporain. Et je me suis permis en plus un barbarisme qui est ce terme d'écranologie qui est dans le titre. Donc je dois remercier mon éditeur Antonio Somaini et Mimesis de m'avoir permis ces deux choix qui peuvent, enfin, voilà, sont un peu discutables, qui d'un point de vue de l'avenir éditorial de ce livre était peut-être un peu risqué. Donc je vais essayer de les justifier, de vous introduire voilà, au sujet. Et pour ça, je vais commencer par une comparaison entre deux images sur lesquelles le livre se clôt. Donc deux abstractions chromolumineuses qui appartiennent à deux registres assez différents de l'art et des images. À gauche, une œuvre de la fin des années 1950 d'un artiste dano-américain qui s'appelle Thomas Wilfred, et à droite, quelque chose
qui est un fond d'écran, un fond d'écran Windows du début des années 2000, du type de ceux qui équipaient tous les ordinateurs personnels que nous avons tous eus, donc au mi-temps du nouveau millénaire, enfin du tout début du nouveau millénaire. Et il y a une ressemblance formelle assez évidente entre l'imagerie produite par cet artiste à gauche et cette image qui a été assez évidente pour moi au début de ce travail, qu'il faut le dire est un travail de thèse au départ. Et à mesure que j'ai présenté ces objets en public, j'ai souvent eu des remarques qui avaient trait à cette ressemblance formelle entre les fonds d'écran et cette imagerie. Il fallait s'y résoudre, effectivement. C'est une sorte de fond d'écran, ou plutôt une archéologie des fonds d'écran, bien évidemment, parce qu'on est dans un tout autre registre de l'art et des images. Alors, il y a une dimension de provocation dans ce parallèle, puisque je place ces deux objets dans un vis-à-vis qui est pour le moins dépréciatif, en tout cas pour cet artiste Thomas Wilfred, qui se réclame d'un art qui est très reconnu, qui est un artiste qui est exposé au MoMA à partir des années 1950 et d'une façon quasi continue jusque dans les années 1980. Et je place ça face à ce qui est une imagerie de salle d'attente, ce qui est souvent décrit comme une sorte d'équivalent de la musac, de la musique d'ameublement. C'est une sorte de musac visuelle, c'est une chose qui est là pour passer le temps en quelque sorte, pour décorer. Et ces images, d'une façon très intéressante, ces images de fond d'écran de veille, c'est presque l'exemple le plus frappant d'une image qui est extrêmement diffusée, qui est présente. Je pense qu'avant même de projeter ces images, on aurait pu avoir un équivalent probablement sur l'ordinateur qui commande cette projection. Et pourtant, voilà, des images très diffusées, mais des images qui ne sont peu ou pas commentées par les historiens de l'art et des médias. Alors, si je commence par cette comparaison formelle, c'est parce que dans la méthode de l'histoire de l'art à laquelle j'ai été formé, la comparaison formelle est un point essentiel. C'est même, on pourrait arguer, le début de la discipline. C'est la possibilité de projeter deux images en même temps à la fin du XIXe siècle qui permet un commentaire infini sur les images. Et on peut se poser une question que ici, on peut se la poser avec Panofsky. Panofsky a souvent critiqué et pointé les limites de la comparaison, ce qu'il appelle le pseudomorphisme, voire des parallèles entre des objets qui en fait n'ont rien à voir. Et moi, ce qui m'intéresse, mon projet dans ce livre et aussi dans mes recherches au-delà, c'est vraiment le tournant digital vers les nouvelles images. Et la question méthodologique de ce livre, c'est en partie, est-ce que cette analyse, est-ce que cette comparaison formelle entre deux types d'images, elle tient encore à partir du moment où on s'intéresse à un tournant digital dans lequel les images ont un substrat matériel, ont une existence qui finalement a un certain nombre de conséquences qui peut-être nous amèneraient à aller voir au-delà de la simple analyse formelle. La proposition, c'est peut-être de suspendre au moins un moment l'analyse des images pour regarder la structure de l'image, pour regarder avec un regard un peu infrastructurel, regarder le médium d'abord. Donc, cette méthode, je ne suis pas le premier à la proposer en France. Même pour être tout à fait transparent, l'idée d'emprunter une théorie des médias qui regarde la matérialité des images, je la dois à un séminaire qui était organisé à l'INHA il y a quelques années par Larissa Driansky. Et donc l'idée, c'est d'appliquer cette méthode à l'histoire de l'art contemporain, de regarder, de suspendre pour un temps l'analyse des images et de regarder plutôt leur matérialité. Et la matérialité des images, de ces deux images en l'occurrence, qu'est-ce qu'elles ont en commun ? Elles ont en commun d'être des images qui sont d'abord conçues pour être projetées sur des écrans. Ce sont des images écraniques, d'où ce barbarisme que je me suis autorisé. Ce sont des images même qui n'existent pas en dehors des écrans. Je pense qu'on peut difficilement concevoir quelqu'un qui imprimerait et encadrerait une image de fond d'écran ou d'écran de veille. Voilà donc pourquoi je me suis permis ce sous-titre qui s'appelle Essai d'iconologie et d'une façon peut-être un peu présomptueuse, Essai d'écranologie était une référence à Essai d'iconologie de Panofsky, dont suspendre un temps la prétention à pouvoir analyser la signification profonde des images pour au contraire regarder plutôt leur caractère matériel, leur caractère d'artefact.
Alors, si on doit regarder donc l'aspect technique de ces images, il faut noter que ces deux images sont très différentes. L'image de droite, le fond d'écran, c'est une image digitale. Sa base matérielle, c'est un code. L'image de Thomas Wilfred, que je vous ai montré, c'est le produit d'un assemblage optomécanique, d'éléments qui sont optiques, et de petits moteurs, c'est-à-dire de lentilles, de filtres de couleurs. C'est un assemblage qui correspond à ce que dans le champ des années 1960 de l'art optico-cinétique, on va appeler des lightbox ou des tableaux lumineux. Là, je vous montre donc la machine qui projette, ou plutôt qui rétro-projette à partir de l'intérieur, ce type de composition. Ce qui m'intéresse, et ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est d'essayer de comprendre l'écart entre ces deux images. Ce que je suis en train de faire ici, c'est un peu la postface que ce livre n'a pas eu en réalité. Pour comprendre l'écart entre ces deux images, il faut traverser toute une histoire, qui est une histoire technique, pour essayer de comprendre voilà, comment on en arrive à ce parallèle entre ces deux types d'images. Est-ce qu'il existe véritablement un lien ou est-ce que c'est une pseudomorphose? Et pour répondre à cette question et pour répondre à, voilà, vous l'aurez compris, un questionnement plus large qui est partagé par beaucoup d'historiens et d'historiennes de l'art sur l'effet du tournant digital dans le champ de l'art et des images. J'ai opéré comme un archéologue des médias, donc je suis remonté dans l'histoire des médias pour m'intéresser à une généalogie qui est un peu passée sous le radar, qui est une tradition essentiellement nord-américaine, même s'il y a des exemples un peu ailleurs, qui s'appelle la Mobile Color, donc, et qui regroupe un certain nombre d'artistes et d'expérimentateurs qui, à partir de la fin des années 1910, propose un nouvel art qui serait un art de la lumière projetée, et qui serait un art abstrait, dont la principale caractéristique serait qu'il est improvisé sur des dispositifs de lumière, donc commandés par des claviers. Alors, je pourrais vous dire que ces artistes sont des grands pionniers des arts, de la technologie. C'est presque, ça relève du truisme dans le champ de l'art et de la technologie. Tout le monde est pionnier. La rhétorique du premier arrivé, elle est très importante. Donc, ça en fait partie, on va dire. Mais la question, c'est plutôt de quoi ces artistes sont les pionniers. Et ils sont les pionniers, à mon sens, d'une pratique de l'interaction. Ce que ces artistes cherchent à faire, avant tout, c'est ce que j'ai essayé de défendre dans le livre, c'est de créer des dispositifs techniques qui vont permettre de changer la nature de l'image en temps réel, de changer les coordonnées de l'image en temps réel. C'est la grande spécificité de cette tendance face au cinéma, face à la peinture. C'est un peu le rythme, la scansion des chapitres de cet ouvrage. Alors, pour vous montrer des exemples un peu, parce que ces objets-là ne sont à nouveau pas très connus, la grande figure de ce mouvement, de cette tendance, c'est cet artiste qui figure en couverture, enfin dont l'ombre figure en couverture de l'ouvrage, qui s'appelle donc Thomas Wilfred, et qui est un inventeur d'un dispositif qui s'appelle le Clavilux, qui est mis au point en 1919, et qui est donc une version interactive de cette petit tableau lumineux que j'ai montré. Donc c'est un système qui permet de commander en temps réel un balai lumineux, essentiellement mécanique, essentiellement des filtres de couleurs, des lentilles, et qui permet donc la coloration et le modelage en temps réel d'une ampoule, une ampoule électrique, de la lumière d'une ampoule électrique. Il y a toute une histoire très intéressante qui est de cet art de la mobile color qui est à la fois quelque chose qui est défini comme un art abstrait, qui dialogue avec l'abstraction naissante, on est en 1919, et à la fois quelque chose qui relève aussi du spectacle pur, quelque chose de très... ce que dans le contexte américain est appelé middlebrow à l'époque, qui n'est pas lowbrow, qui n'est pas highbrow, qui est une sorte d'entre-deux. Wilfred va faire la démonstration de cet art dans des spectacles. Donc vous en voyez un ici qui a rassemblé jusqu'à 8000 spectateurs dans les années 1920. Et il va tourner essentiellement aux États-Unis, au Canada, mais aussi une tournée en Europe en 1925, j'y reviendrai, dans le cadre de ce qu'il appelle des récitals de lumière. Alors, sûrement, j'arrive pas à... Des récitals de lumière qui durent environ 1 heure et qui voient se succéder des courtes compositions abstraites qui sont jouées en silence
qui sont notés sur, vraiment à l'image d'une composition musicale. Alors, j'ai dit que c'est vous voyez Wilfred ici avec son instrument, le clavillux, vous le voyez mesurant les formes abstraites projetées, donc pour arguer d'un lien très fort entre la composition en peinture abstraite et ce nouvel art. L'écho de Wilfred et de son invention est arrivé jusqu'à Paris. Alors je profite en fait d'un anniversaire, d'un centenaire cette année. Ce sont les 100 ans du Salon des Arts Décoratifs à Paris. Et la seule fois où Wilfred s'est produit à Paris, c'était dans le cadre de ce Salon des Arts Décoratifs, sur des péniches qui étaient affrétées par le célèbre couturier Paul Poiret, n'est-ce pas ? Donc c'est un événement qui a fait grand bruit dans la presse parisienne de l'époque, qui a amené beaucoup d'artistes d'avant-garde français et tous les cercles filmiques français, notamment du cinéma pur, à discuter de cette invention. Donc voilà, une chose qui a eu un écho tout de même assez important. Et puis la suite de la carrière de Wilfred, j'en dis un mot rapidement parce que c'est assez important pour comprendre la suite, enfin la postérité de ces objets. À partir de la fin des années 1920, ce format spectaculaire de cet art projeté devant un public immense tente à disparaître, sous le coup des crises de la fin des années 1920. Et Wilfred invente un format alternatif qui est un format dit domestique de la mobile color. Donc l'idée, c'est de transposer ces compositions visuelles avec des petits appareils automatiques qui, comme vous le voyez ici, projettent au plafond, ou qui, d'une façon beaucoup plus troublante, s'habille à la manière d'un poste de télévision. Vous voyez ici un des modèles de ce qu'il appelle le Clavillux Junior, c'est donc la version miniature du grand Clavillux, qui est commandé par une télécommande, c'est-à-dire l'acheteur peut modifier le rythme des projections, peut aussi changer la couleur. Tout cela est présenté par Wilfred comme une alternative créative aux médias de la reproduction, c'est-à-dire c'est une chose qu'il décrit comme non seulement une forme de pré-télévision, mais aussi comme une solution au problème de la mécanisation des arts qui advient pour lui avec le phonographe. La question de l'enregistrement du son est un véritable problème pour la plupart des artistes sur lesquels j'ai écrit dans ce livre. L'idée ici, c'est de donner à la peinture abstraite un support d'enregistrement. Donc, cette machine fonctionne avec, vous le voyez, des disques de verre peint qui sont lus par une ampoule, comme le disque de gomme d'une platine est lu par un sillon. Donc ça, c'est une étape importante dans cette histoire que je retrace, et c'est très important tout simplement parce que ces objets sont parmi les premiers dispositifs d'art cinétique qui vont rentrer au musée à partir de la fin des années 1930. Donc c'est véritablement l'origine de ce format du tableau lumineux que j'ai évoqué à l'instant. Au-delà de Wilfred, je trace dans cet ouvrage, qui est un gros travail d'archives, il faut bien le dire. Il y a une trentaine de fonds d'archives. Je dois remercier tout un tas d'institutions, la Terra, etc., y compris l'INHA d'ailleurs, qui indirectement a pu me permettre de faire des archives pour retracer un peu cette histoire. Et l'idée, c'était vraiment de reconstruire ce mouvement qui est totalement oublié, de redonner, de montrer aussi l'écho critique en fait de cette tendance qui participe vraiment de tout un discours sur l'évolution de la peinture abstraite. Et bon, ça n'est en aucun cas une monographie de Wilfred, et je montre rapidement d'autres acteurs et actrices très importants de cette tendance. Voilà l'autre grand nom en fait. J'ai une quinzaine d'artistes en tout là dans cet ouvrage. L'autre grand nom, c'est cette musicienne et artiste de mobile color qui s'appelle Mary Alloc Greenwald, qui débute ses travaux avant même Thomas Wilfred, qui est une artiste américano-syrienne, donc, qui se produit dans le cadre de performances lumineuses qui sont teintées d'un discours assez primitiviste sur ses origines, dans ce qu'elle appelle un art qui s'appelle Nouratar, qui signifie l'art de la lumière en arabe. La position de Greenwald est très intéressante, elle provoque des débats, elle provoque des querelles de brevets, l'un des tout premiers débats aux États-Unis juridiques sur la possibilité ou non de breveter des systèmes artistiques qui joueraient du rapport entre son et image. Il y a toute une querelle qui est
qui arrive au même moment en fait où le cinéma devient parlant. On est à la toute fin des années 1920, hein, et Greenwald arrive à breveter des choses qui paraissent assez incroyables aujourd'hui. Donc elle réclamera jusque dans les années 1940 hein, une maternité sur un art de l'audiovision, un art de la projection conjointe de son et de musique. Et tout cela est chez Greenwald très intéressant puisque argué, défendu à l'aune de préceptes du féminisme victorien. C'est quelqu'un qui est très engagé dans le mouvement féministe à Philadelphie et qui, en fait, tout simplement réclame une origine féminine à toutes ces pratiques de l'art, de la lumière et de la couleur projetée. Donc il y a un débat très, très genré hein, qui est essentiel dans les années 1920 et Greenwald en est la représentante. Alors après, elle n'a pas la postérité de Wilfred, tout simplement parce qu'elle n'est pas rentrée dans le musée puisque son art est essentiellement une affaire de performance. Une pratique qui se refuse à l'enregistrement, qui précisément est ce qui a fait rentrer Wilfred au musée, c'est-à-dire la fabrication de petites machines. Ici, au contraire, on a quelque chose qui a une finalité purement immersive. Il s'agit de baigner les corps dans la lumière, et il s'agit, pour Mariello Greenwald, de refuser toute filiation avec la peinture abstraite. Avec une argumentation très intéressante, hein, qui là aussi emprunte au féminisme, en disant que l'avant-garde historique est un mouvement violent, le modèle c'est le futurisme, et qu'au contraire il faut concevoir un art de la couleur pure qui serait purement féminin et qui prendra le contre-pied de ces pratiques. Je dis le futurisme, hein, mais un des exemples, un des contre-exemples, hein, c'est une tendance de l'avant-garde parisienne qui figure aussi dans le chapitre 1 de cet ouvrage et qui est un exemple d'artistes américains qui sont des suiveurs de Delaunay, qui s'appellent les synchromistes, donc, et qui conçoivent aussi une évolution de la peinture abstraite vers cet art de la lumière projetée. Et c'est, on va dire, typiquement les ennemis de Mariello Greenwald, puisque ce sont des gens qui défendent une filiation avec la peinture, là où, au contraire, Greenwald défend un art de la mobile color qui aurait trouvé sa spécificité. Alors, je ne suis pas le premier à parler de cet art de la mobile color. Jusqu'ici, en fait, il a été traité essentiellement comme une musique visuelle. On a insisté, et je reviens dans le livre sur le fait qu'effectivement je ne conteste pas cette origine, hein, qui vaut aussi pour le cinéma expérimental des premiers temps, hein, une idée de transmettre avec l'image en mouvement une forme de musicalité des formes qui se serait, qui disparaîtrait avec le tableau fixe. Seulement là, ce que je fais hein, dans cet ouvrage, c'est on va dire d'adhérer au moins pour le temps de l'ouvrage à l'hypothèse que ces pratiques forment un champ séparé. Thomas Wilfred appelle ça le 8e art, Mariello Greenwald appelle ça le 6e art. Ce sont des choses qui, j'en parle dans le livre, hein, rentrent dans les dictionnaires anglo-saxons dans les années 1920-1930. Les appellations sont parfois reconnues, ont une reconnaissance juridique, donc c'est une chose qui a un impact certain. Et si on regarde leur définition précisément, Greenwald, comme Wilfred, refuse le lien à la musique. Donc je refuse avec eux le lien avec la musique et j'essaye de défendre, on va dire, pendant les 300 et quelques pages du livre, l'hypothèse que ce lien avec la musique, qui est pourtant, pour être tout à fait honnête, hein, Wilfred est musicien de formation, Greenwald aussi, il est là, leurs appellations trahissent un peu cette filiation musicale. Néanmoins, j'ai essayé de tirer la corde, de chercher une autre filiation. Et la filiation que j'ai trouvée, et elle se poursuit dans les derniers chapitres du livre, c'est que ce qui intéresse véritablement ces artistes, à travers la métaphore musicale, ça n'est pas uniquement le mouvement des images, mais c'est un mouvement des images contrôlées. Et c'est en réalité la pratique instrumentale qui est le modèle pour ces artistes. Et j'en reviens donc à l'idée que j'ai formulée tout à l'heure. Le cœur de ces pratiques, c'est celui de l'interaction. Vraiment le discours très important qui fait que tous ces artistes vont par exemple critiquer ouvertement le cinéma et toutes les tentatives de cinéma d'art dans les années 1920, c'est que le cinéma est automatique, qu'il est un mouvement répétitif et qu'on ne peut pas contrôler les images en temps réel. Et donc tous ces artistes vont développer des systèmes pour pouvoir improviser l'image. Donc ma proposition, c'est qu'il s'agit là
d'une archéologie, d'une interactivité des images, qui est une chose qui est impossible au cinéma à l'époque. Et je poursuis cette logique de l'interactivité. J'en fais une archéologie jusqu'à des artistes, vous le voyez ici, des années 1950, qui se réclament de la tradition de Thomas Wilfred et de la mobile color, mais qui travaillent désormais avec des ordinateurs analogiques, c'est-à-dire avec ces gigantesques ordinateurs qui, dans les années 1950, sont essentiellement utilisés pour faire du système de guidage de missiles, donc qui détournent les usages militaires de l'informatique pour créer une mobile color qu'ils vont appeler cybernétique ou informatique et qui va précisément permettre de modifier en temps réel une image. Tout cela est un projet faramineux qui est financé par le Guggenheim dans les années 1950 qui, il faut bien le dire, n'aboutira pas vraiment à des résultats concluants, mais qui permet de continuer cette tradition de la mobile color et de la continuer jusqu'à une pratique de l'image digitale. Ce que vous voyez ici est un suiveur tardif de Thomas Wilfred, qui est l'un des pionniers de l'imagerie digitale, qui est un des pionniers des computer graphics, et qui développe dans les années 1960 des systèmes de visualisation en 3 dimensions des images, à nouveau dans un cadre institutionnel qui est au départ militaire ou universitaire, et l'objet ici est de prolonger cette tradition de l'interactivité avec des systèmes qui désormais permettent un contrôle de l'image, mais par des moyens techniques différents, donc par une forme de digitalisation. Alors quel est l'intérêt de cette nouvelle chronologie donc, de l'interaction que je propose, de ce que les sciences de l'information et de la communication appellent l'image actée? C'est de revenir sur ce qui est décrit dans la littérature des médias jusqu'ici comme une généalogie qui est essentiellement militaire. L'interaction avec les écrans, le fait que nous puissions changer en temps réel les coordonnées d'une image et que la création puisse passer par les écrans, jusqu'ici, l'histoire des médias, la théorie des médias l'a racontée à partir d'une histoire très précise qui est celle de la mise en place des systèmes de défense américains dans les années 1950. On commence à chercher à avoir un écran interactif qui change en temps réel à partir du moment où on doit suivre à nouveau un avion ennemi sur un écran et on doit pouvoir le pointer en temps réel. Donc c'est une origine martiale, c'est une origine belliqueuse qui correspond à toute une tendance de la théorie des médias qui, moi, m'a beaucoup intéressé. Pour tout vous dire, les motivations à poursuivre ce sujet, elles viennent de la lecture de beaucoup de théoriciens allemands et américains des médias qui insistent beaucoup sur l'origine militaire de tous les dispositifs médiatiques. Et la proposition ici, vous le voyez, c'est de proposer une généalogie créative, une généalogie plastique, une généalogie expérimentale de cette affaire de l'interaction avec les images, qui nous amène à regarder toute une série d'autres objets. Et je dis que je vais m'arrêter là, peut-être pour laisser un temps pour les questions, mais ce que j'ai essayé de faire ici, et ce que j'ai essayé de faire dans le livre aussi, c'est de sortir un peu ces objets de leur cadre muséal, puisque j'aurais pu m'arrêter dans ma démonstration au fait de vous dire qu'il s'agit d'une préhistoire de l'art cinétique et de l'art optique. Or, à mon sens, vous voyez, les choses se jouent bien au-delà des galeries de musées et de la question de quand est-ce que le mouvement est arrivé dans l'art contemporain, mais c'est une question, à mon sens, plus profonde sur la place de cet objet, de cet artefact qu'est l'écran et la possibilité d'une pratique expérimentale de l'écran. J'espère pas avoir fait trop long et pas vous avoir montré trop d'objets, trop d'images et trop d'œuvres en un temps très, très raccourci. Allô ? Du coup, effectivement, l'idée c'est que on a une vingtaine de minutes de discussion et puis après on ouvrira au public pour des questions. Donc déjà merci de m'avoir invité à venir parler avec toi et du coup de me donner une bonne raison de prendre le temps de lire le livre qui est vraiment, je le recommande à tous et à toutes. Il est vraiment très très riche et hyper intéressant et effectivement, comme tu disais, sur
sur une histoire des formes ou des médias que, effectivement, en tout cas moi je ne connaissais pas, mais ce qui est hyper fascinant dans le livre, c'est que tu arrives vraiment de manière très riche, parce que, effectivement, comme tu disais, tu as beaucoup travaillé sur les archives, donc il y a un fond très profond d'informations, mais d'articuler l'histoire de ce médium avec tous les différents, avec plein de différents autres arts et histoires des médias. Et donc cette sorte d'articulation où on commence avec où en gros chaque chapitre est une sorte de frottement d'étude du frottement entre ce mobile color et différentes formes artistiques, donc la peinture, puis le cinéma. Est-ce que c'est l'extension de la peinture? Non. Est-ce que c'est une forme de cinéma? Non, pas vraiment, mais en même temps un petit peu. Est-ce que c'est en fait, est-ce qu'il y a un rapport avec la télévision? Non, mais un petit peu quand même, effectivement. Et puis en finir avec la cybernétique, ça nous donne une sorte de panoplie de plein de questionnements sur l'évolution des médias qui est hyper intéressante. Et donc j'ai préparé un certain nombre de questions, mais je pense tu as commencé avec l'évocation de la similarité entre les formes de Wilfred et les screensavers de l'ordinateur avec lequel tu finis le bouquin. Et sans spoiler non plus le bouquin trop, mais par ailleurs, à la fin, quand tu parles de cette sorte de similarité entre les deux, tu reviens en fait à la première sorte d'autres comparaisons ou figures dont tu parles. C'est une histoire, une nouvelle, si j'ai bien compris, de justement quelqu'un dans les années 20 qui écrit sur une performance de la Mobile Color où en fait ça devient tellement intense que tout prend feu et ça devient hyper dangereux, etc. Et tu en fais toute une figure une question de la manière dont l'interactivité, le surplus d'interactivité est vu comme faisant violence presque à la machine, au médium même, au hardware, pour utiliser les termes justement plutôt informatiques. Et ça rejoint un petit peu une question que je me suis posée un peu et que tu adresses de plusieurs manières pendant le bouquin, qui est quand même cette ambiguïté, il me semble, dans les textes de Wilfred que tu analyses, qui revient souvent de différentes manières parce qu'il a tendance un petit peu à moduler son discours en fonction de là où il a l'impression qu'il va pouvoir mieux faire évoluer son médium et mieux faire connaître son médium. Mais c'est une tension entre justement une sorte de volonté de pureté et d'abstraction. Donc effectivement, il se présente un peu comme encore mieux que la peinture abstraite, parce qu'encore plus pure et encore plus immatérielle et encore plus mobile, etc., etc. Et en même temps, souvent revenir à quelque chose de la matérialité. Et même de la corporalité. C'est-à-dire que non seulement c'est l'art le plus abstrait, le plus pur, le plus transcendant, où on va pouvoir transcender le monde contingent qui nous entoure, mais en même temps c'est l'expression de la corporalité de celui ou celle qui joue cet instrument d'une certaine manière. Donc je me demandais si tu pouvais revenir un petit peu sur ce qui semble en fait une ambiguïté ou une tension ou même une contradiction presque dans la manière dont Wilfred parle de la Mobile Color dans ce sens-là. Merci, j'aurais bien aimé prendre des notes, mais j'ai oublié mon stylo. Mais il y a plein d'éléments dans ce que tu dis. D'abord, le fait qu'effectivement, j'ouvre et je ferme sur une idée
qui est formulée un peu dans ce champ. Alors les chronologies, c'est pas moi qui ai inventé ça, il y a des textes sur ça, les gens en études filmiques connaissent ce terme des chronologies. Et dans ce champ de l'écranologie, l'objet de l'écran a été décrit comme un objet excessif. Et comme un objet excessif par rapport à, il faut bien le dire, par rapport à une logique. Et là, je commence par des questions méthodologiques. Ce qui a été très provoquant pour moi, c'est toute une sorte de nihilisme un peu qui est arrivé avec l'image digitale dans le champ de beaucoup germanique, où on a affirmé, bon voilà, à partir du moment où la modernité a défini le tableau, a défini l'art par rapport à sa matérialité, par rapport au médium, notamment voilà, Greenberg et autres, à partir du moment où cette matérialité, on ne peut plus la localiser, ou à partir du moment où elle est un code, ce que nous voyons ne relève plus du domaine de l'image. Il y avait quelque chose qui était une provocation pour moi très, très importante et qui invitait en tout cas à comprendre qu'une relation différente entre le code de l'image, entre sa matérialité et la manière dont on travaillait avec, qui pourrait peut-être nous amener à songer que finalement le rôle des artistes dans un univers où désormais tout est médiatisé, tout est numérique, c'est pas forcément tout le temps que d'opérer un détournement, de détruire la machine. Pour ces artistes, là, c'était de carrément créer un autre système à partir de rien, à partir de zéro, très utopique, et qui, pour aller dans ton sens, est toujours une surenchère de, effectivement, plus de technologie, pour plus d'interaction, pour plus de fluidité. Donc c'est des gens qui, à la fois, qui ont une position très ambivalente. À la fois, ils peuvent regretter le déterminisme technologique, ils peuvent regretter que désormais vous ne pouvez écrire de la poésie sans une machine à écrire qui nécessairement va influer la manière dont vous écrivez. Vous ne pouvez composer une image en mouvement sans un support technique qui serait le cinéma. Et à la fois leur solution à ce déterminisme qui d'après eux est nocif à l'art, c'est d'aller vers quelque chose qui serait plus technique, mais que ce surplus de technicité permettrait une forme d'authenticité. Pour le dire vraiment très simplement, c'est des artistes qui ont un peu de mal avec la révolution technique, quoi. C'est des gens qui n'ont pas vraiment compris Walter Benjamin, c'est des gens qui gardent un certain idéal de l'expressivité, du geste, qui doit se traduire automatiquement dans l'image. Et donc, pourquoi est-ce qu'on fait ces orgues si compliqués ? C'est pour arriver à une sorte presque de non-médiatisation, surmédiatisée du geste artistique. Et là, je formule ces choses-là. Dans la salle, il y a mes estimés collègues historiens de l'art. Alors tout cela est pris dans une réflexion sur l'expressionnisme abstrait. Vous doutez bien que ces choses-là sont montrées au MoMA dans les années 50. Donc Clément de Greenberg écrit sur ces objets-là. Il y a des parallèles qui sont formés entre la peinture abstraite gestuelle des années 50 et ce type de pratique, vertement rejetée par les modernistes. Mais il y a un chapitre où je joue un peu de cette comparaison qui révèle aussi combien les objets techniques n'ont pas vraiment leur place en fait dans les musées américains dans les années 1950. Mais je reviens sur cette question d'objets excessifs. Cet exemple est intéressant parce que c'est des gens qui montrent qu'en fait, entre la matérialité technique des objets, qui impose, il faut bien le dire, une façon de travailler à tous les gens qui travaillent avec des images en mouvement, et la réalité, il y a un travail constant de réajustement, et que ces artistes sont tout le temps en train d'opérer ce travail constant de réajustement. Et après, le rapport entre la matérialité lourde et pesante de ces orgues gigantesques ou de ces machines, de ces ordinateurs, et l'idéal qui est un idéal d'un art abstrait. Alors, je ne sais pas si on peut lancer une image. Si tu peux peut-être juste cliquer sur le play, comme ça on aura un fond d'écran qui sera... Il faut juste que tu cliques sur la vidéo... il y a une vidéo. Ah oui, ouais, faut que tu cherches le play. Voilà. Comme ça, on aura un vrai fond d'écran qui sera un vrai Wilfred, qui sera analogique. Mais il y a la tension entre la matérialité de ces objets-là et l'immatérialité est quelque chose d'assez central, parce que derrière, il faut bien le dire, il y a toute une idéologie, il y a tout un arrière-plan, un fond un peu spiritualisant qui, aux États-Unis, est dans cette abstraction transcendantale est quelque chose d'assez récurrent, quoi. C'est pas des théosophes, mais c'est des gens qui sont quand même assez proches des courants de la théosophie.
et qui sont dans cette ambiguïté de cet intérêt très fort pour la technologie et à la fois l'idéal d'un renouveau spirituel qui accompagne la peinture abstraite du début des années 20. Donc c'est vraiment un mélange des genres, quoi. Je reviens à ce terme de Middlebrough, là, il y a tout. Enfin, Wilfred est un entrepreneur artistique véritablement, qui recycle Kandinsky, qui fait des programmes incroyables, qui prend un langage publicitaire en citant effectivement des discours qui sont ceux de l'abstraction. Donc c'est très de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Mais je pense que si moi j'ai pris une méthode technique un peu, faut bien le dire, parfois un peu bête dans le fait qu'elle regarde que les enjeux techniques, c'est pour suspendre aussi un peu ce qui relèverait du réflexe aussi pour les historiens de l'art, c'est-à-dire de constamment le traiter comme le mauvais exemple un peu kitsch, quoi, le fond d'écran de l'histoire de l'art américain, quoi. Et il est vraiment éreinté. Enfin, je veux dire, les critiques de Greenberg et autres sont, avec le recul, c'est très drôle, hein, ces choses-là, mais c'est vraiment un mauvais objet de l'histoire de l'art américain. Enfin, voilà. Et justement un peu dans la même lignée de questions. Donc, toute la deuxième partie, tout le deuxième chapitre, comme je l'ai dit, est vraiment une sorte d'analyse assez profonde sur est-ce que c'est du cinéma, entre guillemets. C'est-à-dire que tu pars un peu du fait qu'un certain nombre de personnes, surtout récemment, ont un peu écrit sur la mobile color et un peu hâtivement le met un peu dans l'histoire du cinéma comme si c'était une sorte offshoot, du cinéma expérimental de l'époque. Et tu pars surtout du point de départ qui est que, au moins pour Wilfred et pour Greenwald, justement, c'est très explicite qu'il s'oppose directement au cinéma. Et ce que je trouvais hyper fascinant, surtout dans ce chapitre, il y a plein de trucs hyper fascinants pour moi en tant qu'en études cinématographiques dans ce que tu écris dans ce chapitre, mais il y a une partie surtout où tu parles, et c'est un peu dans la même lignée, du fait de, surtout après justement 1925, et qu'un certain nombre des Français venant du cinéma pur et cinéma absolu voient cette chose et doivent un peu réagir par rapport à cette chose, et se rendent compte, sans vraiment le dire, que ce qu'ils sont en train de vouloir du cinéma ne peut pas avoir lieu s'ils n'abandonnent pas le cinéma, d'une certaine manière. On n'abandonne pas le cinéma comme matière, justement. Et tu as beaucoup de réflexions sur, en gros, le fait que toutes ces personnes veulent faire quelque chose qui, en fait, ressemble à ce que fait Wilfred, mais comme c'est de la pellicule, et comme c'est l'inscription de la lumière sur la pellicule, ils ne peuvent pas le faire. Du coup, plus largement, ce qui m'intéresse, et je pense que c'est quelque chose que tu arrives à tisser un peu tout au long du truc, c'est que finalement, un peu en creux, ce que tu fais souvent, c'est, me semble-t-il, et tu me diras si je dis des bêtises, mais est-ce que tu n'es pas souvent en fait en train d'utiliser la mobile color pour mettre à mal plusieurs discours de media specificity ou d'essentialisme des médias au fil des arts auxquels tu le fais frotter d'une certaine manière. Est-ce que c'était voulu comme... Oui, c'est ça, parce que c'est un révélateur formidable de l'ineptie du discours sur la spécificité des médias, parce qu'effectivement, là, dans les années 20, c'est criant, c'est si pur, ça devient un médium si pur que c'est un autre médium, quoi. Enfin, donc on perd complètement la logique de, a priori, trouver le cœur, ce qui constitue vraiment l'essence d'un médium, mais c'est quelque chose qui fonctionne aussi avec la peinture abstraite dans les années 1950. C'est une logique qui se répète à chaque fois, parce qu'on est à chaque fois dans un espace intermédial et on est à chaque fois à la limite des pratiques artistiques. Pour moi, ça c'est très important, Wilfred, en 1925 à Paris, parce que c'est le moment où l'avant-garde filmique se dit effectivement comment est-ce qu'on va définir ce que c'est que le cinéma pur, ce que c'est que le cinéma absolu. C'est le curseur des pratiques du cinéma expérimental dans les années 1920. Parce que, bien évidemment, en fait, dans les années 1910-1920, la critique filmique parle du cinéma expérimental comme une poésie visuelle, comme quelque chose qui, d'une façon très métaphorique, est joué sur des grands orgues.
Et à partir du moment où, par écho, des gens comme Germaine Dulac entendent parler de ce genre de choses, bon, ça implique de sortir du champ photographique, quoi. Ça implique très clairement de ne plus faire du cinéma. Et Wilfred, bon, dit, bah voilà, ça c'est le 8e art, ça n'a rien à voir avec le film. Donc c'est une logique troublante qui marche et qui produit une théorie dont j'avais vraiment pas soupçonné l'existence, quoi. Il y a une littérature sur ça incroyable, de termes très fins que quelqu'un comme Laurent Guido a analysé très bien, entre la symphonie visuelle, qu'est-ce que ça. Il y a tout un jeu de définition dans les discours essentialistes dans les années 1920 très important. Et à partir des années 1950, avec la peinture, se joue la même chose, puisque une anecdote que je n'ai jamais pu vérifier, c'est que Pollock allait visiter le petit théâtre de lumière que Wilfred avait dans l'entre-deux-guerres et qu'il était un suiveur de Wilfred. Je ne sais pas si c'est une vérité historique, je n'ai pas pu la prouver, mais je joue un peu de ce lien-là en disant la pureté du médium pictural, elle aurait pour origine quelque chose qui est fondamentalement impur, qui est cette pratique un peu intermédiale, qui effectivement, c'est une logique. Mais je cadre pas tout le projet sur l'intermédiaire parce que ça me semble être un terme pratique, mais on dit pas grand-chose quand on dit qu'un objet est intermédial. On énonce ça et puis après, il faut dire autre chose, quoi. C'est un peu effectivement, c'est un objet hybride, mais. Voilà. Et du coup, justement, donc, on n'est plus, tu déconstruis petit à petit un peu tous les différents trucs d'essentialisme, mais comme tu l'as dit, du coup, ce qui reste, en tout cas, au moins avec le mobile color, c'est que, il y a une formule assez chouette à un moment sur, en gros, la volonté d'autonomie de la mobile color formulée dans les années 20, tout d'un coup, dans les années 60, on le comprend totalement d'autres, qui c'était autonome parce que tout d'un coup, il procédait d'une autre logique qui n'était pas du tout le même que les arts de cette époque, le cinéma et autres. C'est justement donc cette interactivité. Et que ce qui définit cet art-là et ce qui va du coup être précurseur, si on veut, ou en tout cas va annoncer l'interactivité que tu dis est consubstantielle de l'art moderne à partir des années 60. C'est cette interactivité. Et en fait, j'avais quand même une question qui est peut-être un peu, je sais pas, qui est peut-être un peu bête, mais je me posais quand même la question en lisant ton livre, et qu'on revient souvent à cette question de l'interactivité, que tu définis toi-même comme, en gros, une modalité de contrôle sur les images, et que, surtout à la fin, tu lis à notre rapport, en gros, avec les écrans aujourd'hui. Et peut-être j'avais deux questions un peu liées, c'est-à-dire que aujourd'hui, nos écrans interactifs, c'est nous, usagers, qui les utilisent. Alors que, dans les années 20, avec la mobile color, c'est l'artiste qui converse avec l'écran. Et du coup, je me demandais à quel point ça changeait la nature de ce dont on parle en termes d'interactivité, la différence entre l'artiste et l'usager. Et puis, autre question un petit peu bête peut-être, mais je me demandais, parce qu'il me semble pas, est-ce que même la notion d'écran lui-même, est-ce que Wilfred en parle ? Parce que dans tes textes, il parle de toute la machinerie. Et effectivement, il y a un peu, comme tu le décris, plusieurs formes d'écran qu'il utilise. Mais de parler d'écranologie, a priori, comme tu le dis toi-même, l'écran est un médium qui a son propre histoire, ce genre de choses. Mais je me demandais si dans sa vocabulaire à lui, l'écran faisait partie des choses importantes de son art. Il nous reste un peu de temps. Alors, non, il n'emploie pas le terme d'écran. Il a une poétique de l'écran où il explique que l'écran cache une plus grande réalité cosmique, puisqu'il a ce fond un peu théosophique à nouveau. Donc, mais le terme d'art ou de pratique de l'écran est quelque chose que moi j'ai apporté pour cimenter un peu ces objets-là, mais c'est pas un point central.
Après, la question de l'interaction, pour tout vous dire, moi j'aurais aimé ne pas que mon argument principal ne tourne pas autour de l'interaction, parce que s'il y a vraiment un trope des nouveaux médias, c'est la question de l'interaction, quoi. C'est un peu, enfin, ça décrit tout. Voilà, toutes les pratiques contemporaines sont interactives. Là, ça décrit vraiment plutôt une réalité technique, hein, qui est celle de cette image d'acté. Donc, c'est pas juste un feedback abstrait. Mais je pense que, oui, voilà, l'objet de ce livre, c'est pas de dire que toutes les interactions que vous avez avec vos ordinateurs ont pour origine la télécommande de Thomas Wilfred. Quoique, franchement, ce serait mieux que les systèmes de guidage des Américains pendant la guerre froide. Tout simplement parce que voilà, je ne pourrais pas défendre cet argument-là. Mais en tout cas, il y a un débat qui se joue effectivement sur la possibilité de transformer cette interaction-là en quelque chose d'universel. Parce qu'effectivement, Wilfred, par exemple, se pose comme quelqu'un qui a inventé cet art. Hein, et qui après, au fur et à mesure dans les années 1920, en essayant de commercialiser ces machines automatiques auprès de la RCA, auprès de grandes firmes de télécommunications, comme quelqu'un qui va démocratiser l'interaction artistique. Hein, et il va développer tout un vocabulaire en expliquant que voilà, ces machines sont semi-interactives, qu'il y a une forme d'orchestration générale qui est donnée par l'artiste en amont, et qu'ensuite l'utilisateur peut un peu modifier les données. Ce qui est, enfin, je veux dire, Nicolas Schoeffer, en France, ouais, c'est ces mêmes objets. Hein. Nicolas Schoeffer est célébré. Il y a toute une querelle entre Schoeffer et Wilfred qui est très amusante. Nicolas Schoeffer est célébré comme l'artiste cybernétique qui va changer la création et qui va comprendre que l'enjeu n'est plus désormais de créer des nouvelles formes, mais de poser comme le grand orchestrateur d'un système informationnel. Wilfred, c'est à peu près ça. C'est vraiment exactement ça, sans l'appareillage informatique et cybernétique et tout le langage qui accompagne la chose. Chez Greenwald, c'est beaucoup plus problématique, parce que Greenwald, elle dépose beaucoup plus de brevets, et qu'elle donc va passer une grande partie des années 1920-1930 à intenter des procès, hein, parce qu'elle défend, elle, une version de l'interaction qui est le fruit d'une pratique, qui est celle, très clairement, elle conçoit comme sa propre pratique musicale, puisque c'est une pianiste de formation. Et donc pour elle, il est hors de question de produire ce que Wilfred produit. Et d'après elle, ce sont des simples jukebox. Donc il ne s'agit pas de... Tout le problème est vraiment l'automatisation. C'est vraiment vous voyez, l'historiographie de ces pratiques technologiques, médiatiques, la plupart du temps, ça passe par le Bauhaus, en gros. Hein. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est un peu de montrer que voilà, l'origine des arts médiatiques, elle aurait plutôt à voir avec ce fond-là qu'avec le Bauhaus, qui est bon, un peu plus un effet d'avant-garde, isolé. Là, c'est quelque chose qui a une importance publique quand même assez... j'insiste. Hein. Mais oui, le problème, c'est l'automatisation. Et Greenwald, elle, voilà, va défendre l'idée que c'est un art qui requiert une pratique, hein, qui requiert un geste. Ces textes sont très... Voilà, Wilfred écrit des choses, il faut le dire, qui ne sont pas du tout intéressantes. C'est très descriptif. Greenwald a une plume admirable. Elle écrit des très longs livres où elle essaye d'expliquer que, avec des termes elle parle d'interaction. Hein. Dès les années 1940, elle parle elle-même d'interaction. Donc c'est pas moi qui emprunte un terme aux nouveaux médias. Hein. Elle explique que, voilà, avec la révolution médiatique, l'art désormais est indéfinissable parce que tout fout le camp. Seulement, le seul critère qui nous resterait pour être sûr qu'on a encore de l'art, qu'on a encore de l'authenticité, c'est cette interaction, quoi. Et il y a toute une poétique du corps de performeurs qui se prolonge dans des circuits électriques, qui est une chose qui est voilà, formidable chez elle, quoi. Il ne reste malheureusement plus d'objets de cet artiste, hein, parce que voilà, elle n'a pas fait ce cap institutionnel muséal, mais en tout cas la théorie de l'interaction est de son côté, quoi. On va peut-être maintenant laisser la parole à la salle. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions. Merci beaucoup, hein. Je ne connaissais pas du tout ces objets. Olivier Michelon, il y a un passage avec Baranov-Rossiné au démarrage et Raoul Haussmann. Et à la fin, est-ce que le light show psychédélique, Stan Van Der Beek ou Harold, voilà, est-ce qu'il y a ces points de passage ou c'est totalement étanche ?
Non, il y en a plein, effectivement. Alors, Baranov-Rossiné, un peu moins, via les synchromistes que j'ai montrés, c'est des gens qui sont en contact. L'autre nom que vous évoquez... Raoul Haussmann. Raoul Haussmann. Ah oui, alors, parce que, voilà, si je dois arguer de l'importance de ces objets-là dans l'histoire de l'art, c'est que, au-dessus du Bauhaus, c'est que Raoul Haussmann, comme Laszlo Moholy-Nagy, commente Thomas Wilfred et le présente comme un exemple de la révolution médiatique à venir. Et que ces choses-là circulent non pas dans des revues d'avant-garde, mais dans Vanity Fair, dans les années 1920. Et Raoul Haussmann, les archives sont à Rochechouart, délire complètement sur Thomas Wilfred en écrivant que ce sont des projections gigantesques dans le ciel, alors que non, c'est une projection sur un mur très simple. Mais Raoul Haussmann, absolument. Et la prolongation sur les light shows, bien évidemment, enfin, c'est une suite. Moi, je traite de ça très rapidement, hein, parce que voilà, mon choix, c'est plutôt de regarder ça autour de cette question du tournant digital, mais les light shows, et non seulement la pratique du light show, hein, c'est-à-dire vraiment, j'ai rencontré là, des gens qui font des light shows, ils ont toujours une phase abstraite dans leur light show qu'ils appellent Lumia, qui est le terme que Wilfred employait pour décrire ces choses-là. Donc il y a un hommage qui est très appuyé, il y a toute une correspondance avec entre Wilfred, voilà, qui est né en 1889, et des artistes psychédéliques, qui très clairement ne parlent pas le même langage, puisque du côté des artistes psychédéliques, on parle du trip LSD, et là on a quelqu'un qui est un artiste qui défend auprès du MoMA son existence très sérieuse. Donc il y a un frottement générationnel qui est très intéressant. Et il y a même des thèmes, hein, parce que l'espèce de trope de la conscience cosmique, par exemple, que Wilfred décrit, très clairement, il passe chez les artistes psychédéliques qui reprennent ce langage sur la lumière comme étant le médium par excellence, puisque nous sommes baignés de lumière, et que si on veut fabriquer un art qui aura une aura, une dimension cosmique, donc effectivement, il y a plein de ponts. Joshua White, par exemple, qui est le grand nom des light shows, et effectivement est un fan de Wilfred. Oui, bonsoir, merci pour cet exposé fascinant. Moi, j'aurais une question sur Scriabine, on peut voir au musée Scriabine, près de l'Arbat à Moscou, il y a un clavier lumineux, un clavier avec des ampoules colorées. Et je crois qu'il avait un projet d'un Prométhée qui, si je me souviens bien, a été montré à New York en 1915 ou quelque chose comme ça. Et Scriabine lui-même était lié au mouvement théosophique. Donc je voulais savoir, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il était connu par les artistes de la Mobile Color? Alors je vais vous faire tout le livre dans l'ordre, parce que c'est le début du premier chapitre. Puisqu'effectivement, donc Scriabine compose le Prométhée, poème de feu, pour orgue, pour orgue lumineux et orchestre. Et la seule fois où cette partition a été jouée avec l'orgue lumineux, ça a été à New York en 1915. Et en fait, voilà, j'explique que la Mobile Color est une réponse américaine qui est définie comme pragmatique, puisqu'en fait, elle est l'œuvre des ingénieurs qui travaillent pour General Electric, qui rencontrent, Scriabine est déjà décédé, hein, parce qu'il décède très jeune, et qui sont interloqués par cette idée d'une projection de formes abstraites pendant la musique, mais qui ne comprennent rien à l'arrière-plan théosophique, et qui en proposent une reformulation beaucoup plus cohérente, beaucoup plus scientifique, beaucoup plus pragmatique. Et c'est là que le terme de Mobile Color apparaît. Donc Wilfred s'empare de quelque chose qui est en fait qui est déjà en marche, quoi, qui est une reformulation, et qui, il faut bien le dire, est poussé par General Electric. Il y a beaucoup d'argent qui est placé derrière, et qui est une manière de promouvoir les ampoules électriques, hein. C'est très clairement du sponsoring aussi de General Electric derrière. Donc, et il y a des usages publicitaires de ces objets qui trahissent un peu ça. Enfin, c'est un son et lumière qui sert beaucoup dans le cadre d'une modernité qui est, dans les années 1910-1920, quand même encore très marquée par la lumière électrique, quoi. Je ne sais plus qui a dit la modernité édisonienne, hein, mais c'est vraiment ça, quoi. Cette première modernité des médias, elle est quand même obsédée par cette question de la lumière. Donc, après, ça devient d'autres types de médiation, mais au départ, c'est vraiment la lumière. Oui. J'aurais une deuxième question sur l'interactivité. Je pense qu'il serait intéressant d'analyser la notion d'interactivité dans les projets de télévision
dans les années 20. Enfin, au départ, même la télévision, c'est bien, c'est l'image et le téléphone. Donc nécessairement, il y a dans l'idée de départ une interactivité. Mais je pense que Termen, dans ses expériences de Magic Mirror aux États-Unis dans les années 20 aussi, il y avait une notion d'interactivité. Et puis il y a ce film International House de Edward Albert Sutherland, le mari de Louise Brooks, où il y a une scène de bateau vue à la télévision et quelqu'un qui est dans son salon qui tire sur le bateau et le bateau coule, quoi. Il y a déjà aussi cette notion d'interaction avec la scène à l'écran. Alors il y a des liens avec Térémine et l'autre grand inventeur des années 1920. Il y a un lien, et le lien le plus évident que j'ai trouvé, que j'ai cité, c'est une rencontre au sommet en 1935 entre les inventeurs des arts du futur, et il y a Wilfred Térémine et Maurice Marteneau, qui est l'inventeur des ondes Marteneau. Donc c'est le contexte, quoi, effectivement. Merci beaucoup pour ta présentation et pour ce dialogue, ça a l'air absolument passionnant. Et j'ai juste une question, qu'est-ce qui reste de ces machines ? Est-ce que, on en a vu une là, qui visiblement est à Yale, qui a l'air de fonctionner. Est-ce qu'il en reste d'autres ? Est-ce que tu les as faites fonctionner ? Est-ce que tu as pu mettre les doigts dans la machine ? Merci Sophie. Il reste de Wilfred, il en reste beaucoup. De Wilfred, il reste même l'orgue gigantesque, il en reste plusieurs versions. Il reste même l'orgue avec lequel il s'est produit à Paris. Alors, il y avait un projet du collectionneur d'obtenir les financements pour le refaire à zéro, mais tout cela, en fait, pose un certain nombre de problèmes de conservation-restauration. Donc, il y a une rétrospective de Thomas Wilfred en 2018 à Yale. Donc, tous les fonds et toutes les machines sont, on va dire, à 70% à Yale. Mais il y a eu un problème assez sérieux qui s'est posé, c'est que la plupart du temps, ces machines fonctionnaient avec des systèmes électriques qui n'existent plus, qu'il a fallu trouver la seule personne aux États-Unis qui était encore capable de souffler du verre pour créer des ampoules sur mesure, parce que ça fonctionne avec des ampoules gigantesques. Hein. Mais oui, il y a eu très peu de pertes sur Thomas Wilfred, à part les grandes œuvres monumentales. Le MoMA a restauré, il y a à l'occasion de l'exposition de Wilfred, ce qui est un théâtre, ce qui occupait vraiment un théâtre dans le rez-de-chaussée du MoMA de 1964 à 1985, donc continuellement, projeté sur un écran de 3 mètres de large, avec des bras mécaniques très impressionnants. Ça a pris plusieurs années à être réparé, mais sur Wilfred, beaucoup. Sur Mariella Greenwald, malheureusement, rien, quoi. Un fonds d'archives gigantesque, mais pas d'objet, quoi. Pas d'objet, mais la question est un peu... la question est très, très problématique dans le cas de Greenwald. Elle a été totalement effacée, je pense, en partie à cause de ça, quoi. Mais, oui. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu davantage de quels sont les paramètres de l'image qu'ils pouvaient contrôler en temps réel ? J'ai pas mis une image, mais il y a un effet qui est... Parce que donc c'est un peu comme travailler sur de la performance. Hein. Il me reste que des clichés, quoi. Parce que il faut savoir une chose, c'est que à peu près tous ces artistes-là, pour maintenir l'idée que cette chose-là n'était pas du cinéma, refusaient que leur composition soit filmée. Parce que le mouvement du film le flicker du film, en fait, l'image tremblante, nuit à ce mouvement très lent. Donc je n'ai que des reconstitutions. Mais il y a des effets qu'on peut commenter. Alors il y a des choses très amusantes où on sait que les gens dans la salle criaient pour avoir un peu plus de vert ou un peu plus de bleu, parce qu'on pouvait effectivement commander les couleurs. Et il y a un effet qui est assez spectaculaire, parce que très concrètement, là, ce qu'on voit ici, en fait, c'est une imagerie qui est produite par ce qu'on appelle un effet caustique. Donc, c'est-à-dire, quand vous avez un verre de whisky, le fond, vous voyez, avec la lumière, projette des espèces de plis de lumière. Et ce que Wilfred arrivait à faire, c'était de commander mécaniquement cet effet-là.
arrive à sculpter un peu la lumière en sculptant des objets qui sont des objets sur lesquels la lumière se réfléchissait. Wilfred ensuite arrivait à mécaniser ces éléments qui sont, vous voyez, des branches de chandelier à 360 degrés, et arrivait même aussi avec une manette à faire que ces objets se retournent sur eux-mêmes. Donc il y a un effet qui est très commenté dans la presse des années 20, même quand il vient à Paris. C'est une couronne, donc en fait qui est tracée par le reflet du filament d'une ampoule, qui est retournée sur elle-même. Alors là, dans les années 1920, c'est la 4e dimension, on voit au-delà de l'écran, il y a tout un délire autour de cette possibilité graphique qui apparaît. Donc en lisant les comptes rendus, on peut retracer un peu toute une série d'interactions. Et bon, tous les brevets, mon travail a essentiellement consisté à lire des brevets. Et tous les brevets, en fait, vous expliquent très clairement comment ça marche. Et ça marche étonnamment. Bon, il y a eu une reconstitution, quelqu'un s'est amusé dans les années 80 à refaire un Claviux de Wilfred, étonnamment sans aucun bruit. C'est une mécanique qui est très bien huilée, donc la chose était projetée en silence, il n'y avait pas de musique avec. Donc vous n'entendiez pas de mouvement, vous n'entendiez pas de bruit, de mécanisme. C'était l'espèce d'aspect un peu méditatif, on va dire, que cette imagerie est censée provoquer. Elle était un peu conservée par un système mécanique quand même très, très au point. Et puis voilà, il y a eu 8 modèles différents, le Claviux A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Tous amendés à chaque fois. À la fin, Wilfred lui-même rajoute des dispositifs un peu informatiques, des petits ordinateurs pour commander. Donc c'est ma transition, vous voyez, vers l'imagerie interactive et digitale, elle est toute trouvée, quoi. Il y a une autre question sur le côté peut-être antimoderniste d'un côté. Est-ce que surtout ce qui m'a frappé, c'est cette forme miniaturisée qui est, je sais pas, dans le contexte du discours sur l'opacité du médium, sur la planéité, etc. C'est une sorte de retour de la fenêtre. Et une profondeur. Comment est-ce que c'est vu à l'époque par les critiques ou plus tard à l'époque de Greenberg? Est-ce qu'il y a une sorte de retour comme si c'était un mouvement réactionnaire? Est-ce que c'est vu comme ça ou pas du tout? Et je ne sais pas si tu me demandes en même temps quelle est ma définition de la modernité. Je ne sais pas si tu as dit modernisme. Je veux dire, si on définit ça plutôt de manière... non, je comprends absolument. Et je vais... Comme j'ai dit, en fait, il conçoit l'image de l'écran comme quelque chose qui est... Il a un schéma sur ça, Wilfred, dans les années 40, qui est une vue dans un vaisseau spatial sur un voyage cosmique. Donc nécessairement, on n'est pas du tout dans la logique de la planéité et de l'opacité du plan pictural. On a quelque chose qui ouvre à un ailleurs. Effectivement, c'est la fenêtre, etc. Et ce que je joue de ça dans le passage où je parle de la peinture abstraite, puisque j'explique que le peintre qui m'intéresse, c'est Jules Olitsky. Parce que Olitsky, dans les années 1960, produit une peinture avec de la bombe, avec du spray, qui ressemble énormément à ce genre de composition, et qui est très critiqué dans le champ américain. Donc c'est le color field painting un peu, et qui est très critiqué avec des termes qui sont empruntés à la critique moderniste qui essaye de détruire Wilfred et autres. Donc on dit Olitsky, ça n'est que de la musac, ça n'est que de la musique visuelle, ce sont des très mauvais objets. Et je me sers de ce moment-là, en fait, qui est presque un peu la queue de la comète de la structure rhétorique très solide du modernisme, où Greenberg commence à déployer un peu des effets rhétoriques en disant qu'effectivement la couleur projetée d'Olitsky nous amène à envisager un au-delà du tableau, mais en même temps on resterait quand même sur le tableau. Et pour moi, à l'évidence, à ce moment-là, c'est clair que la comparaison formelle avec Olitsky, elle montre en fait que voilà, la logique de l'opacité du plan du tableau, elle ne tient plus en quelque sorte, quoi. Donc ça devient criant, on va dire, ça devient criant dans les années 1950. Mais dans les années 1910-1920 où ces objets-là apparaissent, le parallèle avec la peinture, il se joue assez peu sur cette logique à vrai dire d'opacité. C'est vraiment plus après, quand le cadre du modernisme est forgé. Et c'est un objet de test pour voir ce que devient le modernisme et la modernité, hein, parce que voilà, dans les années 1910-1920, on ne conteste pas la modernité de ces objets-là.
On ne conteste pas le fait que la rhétorique de la pureté puisse venir d'un fond spiritualiste ou de la musique. Hein. C'est à partir de Greenberg où c'est un enjeu essentiellement matériel et où la pureté arrive. Donc c'est un bon objet pour voir comment le curseur change un peu, quoi. Merci. Sur le disque enregistrement, parce qu'il y a beaucoup d'esthétiques de concert et de performance en même temps, surtout chez Wilfred, et les images dans les salles que tu as montrées. Et après, tu as montré le disque, peut-être j'ai mal entendu, mais est-ce que le disque, donc ça sert à enregistrer ces traces lumineuses pour reproduire de façon exacte, sans la machine ou... C'est pas de façon exacte, malheureusement. Si je peux le remettre, c'est pas de façon exacte, c'est vraiment un fonctionnement un peu métaphorique. Bon, c'est pas grave, on va faire sans. Mais c'est un fonctionnement très métaphorique, mais ça pour dire, le modèle que j'ai montré a été acheté par Catherine Dreyer, donc une collectionneuse très importante aux États-Unis. Et il y a toute une correspondance entre Catherine Dreyer et Marcel Duchamp sur cette machine en particulier et sur le fait que désormais on aura comme un phonographe pour la peinture. Donc là, bon, bien évidemment, enfin, Duchamp travaille à des objets qui ont à voir avec le disque aussi, le rotorelief à l'époque, donc il y a un parallèle, ce que j'exploite un peu, et qui est l'un des rares contacts, on va dire, de Wilfred avec cette avant-garde internationale. Mais non, malheureusement, ça ne fonctionne pas très précisément. En fait. Ce qui va fonctionner très précisément après, ça va être la tentative de brancher ces objets-là à la radio. Avec des cellules qui vont traduire le son en images. Donc il va y avoir une possibilité de faire en sorte, un peu contre la volonté première de Wilfred, de faire en sorte qu'on a véritablement une musique visuelle, c'est-à-dire que la couleur projetée change en fonction de la fréquence de la radio, pour être très précis. Mais c'est considéré comme des artefacts, comme des traces de performance, ou comme quelque chose de... Parce que c'est marqué avec une sorte de label, comme si c'était le label de musique, Thomas Wilfred, etc. Oui, c'était censé être vendu sur catalogue. Et effectivement, il y a des lettres très intéressantes de Catherine Dreyer où elle demande à Wilfred d'autres disques de couleur. Vous avez une surface, un petit espace dans ce cabinet pour ranger vos disques de couleur, etc. Donc oui, il y a tout un projet de vendre de l'art à distance par ce moyen qui à nouveau change assez peu. Voilà, sur cet objet-là, on a à peu près toujours la même forme qui est déterminée par un cône réflexif en fait, qui est à peu près toujours le même. Donc vous pouvez changer un peu la couleur, mais vous pouvez pas non plus changer énormément de données. Mais voilà, l'idée est là, quoi. L'idée est là. Merci. Je vous remercie. On se donne rendez-vous en janvier pour de nouveaux formats. Donc, il n'y aura plus l'état de l'art, en tout cas tel qu'il était conçu dans cette forme hebdomadaire. Voilà, vous en saurez plus à la rentrée sur le site de l'INHA. Je vous remercie. Merci Bonne soirée. beaucoup. Merci.